Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, votre émission de santé. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale hypnose. Vous saurez tout sur l'hypnose, comment ça fonctionne, ce que c'est et surtout quel est son intérêt en matière de santé. Pour répondre à ces questions, en ma compagnie, j'invite Franck Platzek, Manuel Kissoun et Philippe Vernois. Bonjour messieurs. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui, on va percer le secret de l'hypnose ensemble. Les divers secrets. Les divers secrets, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, la première question est qu'est-ce que l'hypnose? Pas tous en même temps. Hein. Alors, je rappelle que ce sont 3 spécialistes de l'hypnose de la PNL. Hein. Qui sais-je? C'est un vaste sujet, très vaste sujet, parce qu'il n'y a pas une forme d'hypnose. Il y a plusieurs formes d'hypnose. L'hypnose la plus connue en France, c'est l'hypnose ericksonienne. C'est l'hypnose la plus pratiquée en France. C'est la moins pratiquée sur la planète. La plus pratiquée sur la planète, c'est l'hypnose, c'est un autre grand monsieur de l'hypnose, Milton Erickson, c'est l'hypnose hellmanienne. C'est une forme d'hypnose un peu plus directive que l'hypnose ericksonienne. Mais je vais laisser mes collègues aussi. Alors, quels sont les différents types d'hypnose, leurs intérêts, leurs indications? C'est déjà un état de conscience modifié, l'hypnose, qu'on emploie les termes correctement. C'est une manière de travailler avec l'inconscient, en mettant entre parenthèses, on va dire, le conscient, qui va quand même rester présent pour s'assurer quand même que tout se passe bien, on va dire, entre guillemets. Et on va travailler avec l'inconscient parce qu'on a beaucoup de comportements qui s'avèrent être inconscients. Si on travaille avec l'hypnose sur cet aspect inconscient, on va pouvoir modifier des comportements et faciliter l'atteinte de certains objectifs, faciliter le vécu de la personne en recadrant un petit peu son histoire, en recadrant des choses qu'elle avait enregistrées au niveau inconscient et qui la bloque, qui la limite encore aujourd'hui. C'est un état de conscience modifié, c'est un état naturel. C'est un état d'hyperconscience. Communément, on pourrait dire être dans la Lune ou être ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel. Donc vraiment, en termes de secret, le secret, c'est de se faire confiance et de laisser aller son esprit, de laisser voguer son conscient pour justement accéder à cet état d'hyperconscience, cet état d'inconscience qui permet de mettre à jour des comportements, qui permet de faire des changements, puisque en fait, on en est là, ce sont des thérapies du changement. Alors, vous m'avez dit, il existe l'hypnose ericksonienne, il y a aussi la speed hypnose et l'hypnose conversationnelle. Quelle est la différence entre ces 3 types d'hypnose? Alors, j'y vais. L'hypnose ericksonienne est une hypnose très adaptative, où le discours qu'on va tenir est très en adaptation au sujet et à la façon dont le sujet perçoit le monde. C'est une hypnose dont les phases inductives sont plutôt longues. Alors, les phases inductives, c'est ce qu'on appelle vous savez, la mise en hypnose. Il y a un mot qui ne passe pas très bien, qui est le mot trans, c'est la mise en transe, la mise en hypnose. Parce que moi, je préfère le mot état modifié de conscience, qui est moins connoté. Et l'hypnose ericksonienne va être des fois un petit peu plus longue pour amener le sujet dans un état d'hypnose qui peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes. Il y a des formes d'hypnose qui sont plus rapides, comme la speed hypnose, qui va être beaucoup plus instantanée. Alors là, quand on n'a pas le temps, ça. Oui, voilà. C'est pour les gens overbookés qui n'ont pas le temps. C'est quand on n'a pas le temps et c'est aussi quand on a quelqu'un qui se prête à cette façon d'aller rapidement à des niveaux de transe qui sont tout aussi profonds que ce soit en ericksonien ou en hellmanien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dites suggestibles. Et l'hypnose, finalement, comme Franck l'a dit, c'est effectivement un état d'hyperconscience. Donc c'est un état, finalement, où le client s'autorise à lâcher prise. S'autorise à lâcher prise parce qu'il se fait suffisamment confiance, parce qu'il fait confiance à son hypnothérapeute. Donc, il joue le jeu, entre guillemets, pour effectivement vivre cet état de modifié de conscience. Parce que, Franck l'a aussi signalé, c'est un état naturel, c'est un état qu'on vit en moyenne toutes les 90 minutes. Donc, on n'a pas besoin de qui que ce soit, finalement, pour vivre cet état-là. Nous, en tant que spécialistes en hypnose, on va simplement jouer de cet aspect naturel pour permettre à cet état de durer dans le temps, finalement, durer le temps d'une séance thérapeutique. Et enfin, l'hypnose conversationnelle? Alors, l'hypnose conversationnelle, comme son nom l'indique, c'est une technique d'hypnose, mais sous forme de conversation. C'est-à-dire que la personne pourra tout aussi bien garder les yeux ouverts, pouvoir intervenir aussi. On pourra lui demander d'intervenir. Après, le but de l'opération, le but de l'hypnose conversationnelle, c'est aussi de poursuivre un but thérapeutique. Ce n'est pas juste une conversation.
On va avoir même des niveaux de transe aussi, importants que dans les autres hypnoses, sauf que ça va avoir la forme d'une conversation, je mets entre guillemets, quoi. Justement, quels effets thérapeutiques on peut attendre de l'hypnose? Alors ça, ils sont très vastes en fait, les effets thérapeutiques. On pourra travailler sur la douleur, on pourra travailler sur le stress, on pourra travailler sur les comportements, en fait, plus particulièrement sur les comportements en hypnose. C'est vraiment la voie royale. Changer un comportement, peut-être que... Modifier un comportement, changer un comportement. Aussi travailler sur tout ce qui est peur, phobie. On peut aussi travailler sur des changements de croyances par rapport à la personne. Et après, amener quelqu'un sous hypnose à vivre un objectif qu'elle souhaite atteindre dans une futurisation, qu'elle se rende compte un petit peu de tous les bénéfices qu'il y aura dans cet état de modifié de confiance. En fait, son inconscient va l'enregistrer comme quelque chose qu'il connaît, qui fait que toutes les appréhensions qu'elle pourrait avoir à y aller, à sauter le pas, finalement, ne seront plus. Parce que l'inconscient aura vécu cet objectif réalisé, atteint. Donc finalement, on s'éloigne un peu de cette origine perdue qui est la peur de l'inconnu. Parce que du coup, comme on l'a vécu en hypnose, ben finalement, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc il n'y a plus lieu d'avoir peur. Quelles sont les principales demandes de vos clients en termes d'hypnose? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement quand ils viennent vous voir? On rencontre beaucoup de clients qui souhaitent traiter tout ce qui est addiction par l'hypnose, qui souhaitent aussi traiter les états dépressifs via l'hypnose, et puis la douleur énormément. Les personnes sont aujourd'hui très, très au courant de ce type de pratique. Utiliser l'hypnose, que ce soit pour les addictions, la dépression, la douleur, très au courant, très, très avisé là-dessus. Même beaucoup de médecins aujourd'hui ont conscience que l'hypnose s'avérait très utile pour traiter ce type de problématiques. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent avec des demandes allant dans ce sens. Sur les traumatismes aussi, l'hyperanxiété chronique aussi. L'hypnose apporte des gros plus, en complément d'autres choses évidemment. Tout ce qui est travail en dentisterie, en analgésie. Alors on a même des formes d'hypnose qui descendent dans des états d'hypnose très profonds, parce qu'il y a divers degrés dans l'induction. On peut aller dans des états très profonds d'hypnose. Il y a un état qui s'appelle l'état ESDAL. L'état ESDAL, c'est un 7e niveau dans la classification classique en hypnose, qui est un état sur lequel le praticien qui a découvert cet état, c'était en Inde, a pratiqué plus de 3000 opérations. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésique et il utilisait cet état d'hypnose pour faire ses opérations, dont 18 amputations d'ailleurs, avec un taux de réussite. À l'époque, le taux de mortalité clinique était de l'ordre de 50% et lui, son taux de mortalité est tombé à 5%. C'est un bon moyen quand on n'a pas d'autre façon Tout à fait. de traiter une douleur ou d'endormir une personne, tout simplement. Mais même de plus en plus à l'hôpital, il y a des médecins qui utilisent l'hypnose pour endormir les patients, notamment les réanimateurs, les anesthésistes. Pardon. Tout à fait. C'est pas tant un autre moyen quand on n'a pas d'autre façon d'endormir les personnes. Je dirais même que c'est un très bon moyen plutôt que d'avoir recours à la médication pour endormir les personnes. C'est-à-dire que ce qu'on recherche à travers l'endormissement, on peut l'obtenir de façon naturelle. Donc plutôt que d'avoir recours à des produits, autant utiliser cette façon naturelle. Bien sûr, et on évite tous les effets secondaires des médicaments, des complications d'une anesthésie. Mais encore là, il faut que le patient soit suggestible. Parce que tout le monde n'est pas hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable. Certaines personnes résistent plus que d'autres. Pour pratiquer les techniques d'hypnose dites rapides, effectivement, il est préférable d'avoir quelqu'un de suggestible. Après, tout ce qui est ericksonien et hellmanien, tout le monde est hypnotisable, et d'autant plus avec l'ericksonien. Puisque l'ericksonien, ça sera vraiment un discours qui sera adapté à la personne qu'on aura en face. On va vraiment travailler en collaboration, en complicité avec la personne qu'on aura en face, parce que ça sera vraiment un langage qui sera propre à ce qu'elle est, elle. Ce sera juste une question de temps. Et pas de confiance, mais bon, il faut que ce soit vraiment bien fait, en fait. J'ai une petite anecdote. Une dame m'appelle, elle me dit « ça ne marche pas sur moi ». Elle me dit mais moi j'ai mis le thérapeute, enfin la personne qui était là de côté, je l'ai fait moi-même, mais parce qu'en fait elle avait plus confiance en elle-même. Elle s'est auto-hypnotisée. Elle s'est auto-hypnotisée, c'était pour une opération bénigne, c'est le principe. En même temps, l'anesthésie, c'est un phénomène assez récent, quoi. SDL, ça date, c'était jusqu'en 1848 ou quelque chose comme ça, ou 45, donc bon. Savoir qu'en anesthésie en France, c'est utilisé, mais c'est utilisé en complément. Les doses médicamenteuses sont diminuées 5 fois moins importantes si on utilise l'hypnose.
Ce n'est pas de l'hypnose pure à ce moment-là. Au Canada, j'ai des amis qui font ça en clinique, que de l'hypnose, mais en France, ce n'est pas du tout pratiqué. C'est pratiqué en complément. Vous nous parliez tout à l'heure de différents stades d'endormissement, si je peux dire, oui. Les choses comme ça. C'est pas d'endormissement, parce que l'hypnose est un état... D'entrer dans l'inconscience. Voilà, parce que c'est un état d'hypervigilance, c'est pas du tout un état de sommeil. Mais si on a du mal à dormir, on peut faire une séance d'hypnose pour retrouver le sommeil. Oui, pour ça, oui, mais vous ne dormirez pas pendant la séance. Alors dites-moi les différents stades qui existent. Alors, le premier stade, c'est conversationnel. On peut faire déjà beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc on est encore conscient, on est en pleine possession de sa raison. Oui, totalement là, totalement présent, et on discute même avec son thérapeute. Peut-être qu'en ce moment, ils sont en train de me faire de l'hypnose conversationnelle sans que je m'en rende compte. Allez savoir. En même temps, tout est hypnose. Rien n'est hypnose. Oui, mais l'hypnose est partout, mais l'hypnose est nulle part. Ça va de soi. Et ensuite, les autres stades plus avancés. Alors plus profond, on a un stade qui sert plutôt pour l'arrêt du tabac, au-dessous, et puis un stade au-dessous qui sert pour des problèmes un petit peu plus conséquents. On dirait. En psychothérapie, on va travailler dans les 3, 4 premiers stades, premiers niveaux. Ça dépend si on veut que soit présent le conscient et observateur le conscient. Jusqu'aux 3 premiers stades, le conscient sera toujours là. Même si la personne semble dormir sur la chaise, elle ne dort pas du tout. Et son conscient est totalement présent à ces niveaux-là. Elle voit tout ce qu'on fait, elle se rappellera de tout. Dans les niveaux inférieurs, il y aura de l'amnésie. C'est-à-dire qu'elle risque de ne pas se rappeler de toute la séance. Et certaines fois, c'est intéressant de travailler dans les niveaux 4, 5. Après, des niveaux plus profonds sont des niveaux qui sont plutôt pour les réparations corporelles, c'est-à-dire plutôt pour de la dentisterie. On va pouvoir pratiquer de l'anesthésie à un niveau très profond ou de l'analgésie plus communément. L'analgésie peut se faire dans des niveaux plus légers aussi. Si on veut réaliser une séance d'hypnose, où peut-on aller en France ou à l'étranger? Je vous laisse répondre là. Chez un très bon hypnothérapeute. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, de rencontrer ces spécialistes, l'Institut Psynaps. Vous avez toutes les informations sur psynaps.fr. Je vous rappelle l'adresse de notre site qui est www.enpleineforme.net. N'hésitez pas à poser des questions sur l'hypnose ou sur autre chose. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.